Science has great beauty. Bonjour Fabrice, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur Deep Tech Connect. L'objectif aujourd'hui, c'est de parler avec toi des SAT et surtout de leur rôle au niveau européen. Est-ce que tu peux prendre un petit temps pour te présenter, nous expliquer ton rôle au niveau des SAT nationales, mais aussi à l'échelle de l'Europe? Avec plaisir. Alors, en quelques mots, parce que pour ne pas être trop long, donc je suis le président de la SAT Nord, qui couvre le territoire des Hauts-de-France et un petit peu de la région Grand Est. Et depuis maintenant 2 ans, je travaille au sein du bureau du réseau SAT pour tous les sujets d'internalisation, de liens avec l'étranger, avec l'Europe, mais également avec des pays extra-européens. Et par ailleurs, j'ai la chance d'occuper des fonctions au sein de l'ASTP. L'ASTP, c'est quoi? C'est une association internationale des professionnels du transfert de la technologie. Donc essentiellement européenne, mais qui dépasse un peu les frontières de l'Europe. Et au sein de l'ASTP, donc qui est vraiment une organisation de très très bon niveau et très intéressante, j'occupe les fonctions de vice-président sur la partie métrique et impact. Voilà. Donc c'est un sujet évidemment très très important pour le transfert de technologie et la façon dont il peut être apprécié dans son impact. Voilà mes fonctions. Alors c'est un vrai enjeu puisque dans un contexte économique quand même un peu chahuté en France, l'Europe devient un fer de lance pour les deep tech françaises et européennes. Vous avez sorti un communiqué de presse il n'y a pas très longtemps au niveau du réseau. Aujourd'hui, les SAT en France se situent parmi un peu les champions du monde aussi en termes de portefeuille de start-up qu'elles sont en capacité de créer. Qu'est-ce qui fait la spécificité du modèle SAT français à l'échelle européenne aujourd'hui? Alors, ce qui fait la spécificité du modèle des SAT, c'est intéressant, c'est vrai qu'en prenant contact avec l'étranger, on se rend compte qu'on est un peu unique dans notre façon de fonctionner. En fait, les SAT ont été créés dans un principe de mutualisation de compétences. Il faut savoir qu'au niveau européen, 93% des organismes de transfert de technologie, donc c'est les SAT mais à l'international, travaillent pour un seul établissement. Nous, les SAT, on a été créés pour travailler pour X établissements, au niveau d'une région, voire même de plusieurs régions. En moyenne, une SAT travaille pour 12 établissements. Et donc, en fait, la spécificité... Quand tu parles d'établissements... universités, voilà. ONR, comme le CNRS, hôpitaux qui font de la recherche. Et donc, en fait, on travaille, donc on met au service une équipe, au service de tout un ensemble d'établissements. Et c'est ce qui fait le modèle SAT spécifique par rapport à ce qui se trouve à l'étranger. Et c'est ce qui fait effectivement qu'on est regardé et observé de près par les pays, d'autres pays qui viennent nous voir, parce qu'ils trouvent que le modèle est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, le principe de la mutualisation, c'est qu'on va accorder la même importance aux chercheurs avec son projet qui viennent d'une petite université ou d'une grande université. On apportera la même attention. Et ça, c'est super intéressant. Ça permet vraiment de pas de faire de distinction entre les uns et les autres par rapport à la taille de l'université. Donc ça, c'est la force du modèle SAT et c'est ce qui fait qu'il est beaucoup observé aujourd'hui. Tu parlais du rapport du communiqué de presse. En fait, ce qu'on a voulu faire, au-delà de ça, c'est d'essayer justement de se benchmarker par rapport aux organismes de transfert de technologie européens et américains. On a voulu se dire, voilà, on sait qu'on est sur une progression, on a voulu dire où se situe-t-on par rapport aux autres, de manière à pouvoir se jalonner. Et puis on entendait beaucoup parler de choses, de fantasmes, en disant ah mais les Anglais feront beaucoup mieux, etc., etc. Donc on a voulu dire, jaugeons-nous vraiment. Et donc on a confié un cabinet, le cabinet ADIT, le fait de dire prenez les rapports annuels de tous ces organismes de transfert de technologie et regardez comment se situe le réseau SAT. Et ce qui est intéressant de sortir, c'est qu'effectivement, on n'a pas à rougir. Alors, on est largement perfectible. On est des jeunes organismes de transfert de technologie. On a que 12 ans. On est des ados du transfert de technologie. On a des grands organismes de transfert de technologie comme Stanford aux États-Unis qui sont créés en 1970. Donc, ils ont beaucoup d'avance sur nous. Mais on a quand même voulu se loger. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que effectivement, en termes notamment de projection et de création de start-up, on gère à peu près 220 brevets par an. C'est notre portefeuille de brevets, chacune des SAT en moyenne. Et on est capable d'avoir un taux de transfert de ces brevets qui fait partie des meilleurs parmi tout le benchmark qu'on a pu réaliser. On est même devant le MIT et le Stanford par rapport à ce niveau de performance. Quand tu parles de transfert de ces brevets en termes de KPI, tu parles à la fois de création start-up, mais aussi de transfert technologique dans le monde industriel. Exactement. Alors, en fait, la moitié globalement, un transfert sur 2 se fait vers une start-up et un transfert sur 2 se fait vers une entreprise, petite, moyenne ou grande.
effectivement. Ce qu'on a pu regarder au niveau international, c'était les chiffres qu'on a pu trouver, c'était sur la partie start-up, qui nous ont permis de voir comment on se jaugeait. Mais on fait aussi notre métier par rapport au monde économique, au monde des entreprises existantes. Et là-dessus, effectivement, on essaye. Alors, on n'aborde pas la chose de la même façon. C'est-à-dire que quand on s'adresse à une start-up, on ne s'adresse pas de la même façon avec une entreprise dans le monde. Et les chiffres qu'on a pu avoir au niveau international sont surtout sur la partie start-up. Un autre chiffre qui est intéressant à voir, c'est au niveau de ce que tu dis, les revenus de transfert. Donc, c'est-à-dire que quand on transfère une technologie, après, on a des revenus qui viennent. C'est en fait qui viennent de cela. Et on sait que ça prend beaucoup de temps à venir parce que quand on transfère une technologie, il faut encore l'industrialiser, la commercialiser. Tout ça est très très long. Et on a pris un point de comparaison. On a regardé Stanford. Je te dis, Stanford, immense université américaine très très connue, qui a été créée en 70, donc presque 50 ans avant les SAT, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, ils ont finalement que quelques pourcents, 3% à peine des transferts qu'ils ont réalisés auprès d'entreprises qui génèrent plus d'1 million de dollars en totalité. Nous, on est déjà à 1%. En fait, on est déjà, alors qu'on est des jeunes à 12 ans d'existence, on est déjà sur une pente très attendante qui montre que les revenus vont venir. Et ce qu'on fait passer comme message essentiellement, c'est le fait qu'il faut être patient. On est dans un métier sur lequel de l'innovation de rupture. Ouais. Donc ça prend beaucoup de temps avant que l'innovation prenne. Et quand on parle des licornes, je pense qu'ici, au-dessus de nos têtes, il y a un certain nombre de licornes qui vont arriver. Mais il faut savoir que MIT et les Stanford, la première licorne qui a été créée, elle a été créée au bout de 12 ans d'existence de l'organisme de transfert de technologie. Donc c'est très très long. Voilà. Alors j'ai une question que je n'avais pas prévu de te poser, mais je vais quand même te la poser. Est-ce que dans ce rôle justement de représentation aussi des SAT à l'échelle européenne et internationale, il y a aussi un enjeu de rayonnement de nos deep tech, notamment sur les enjeux de déploiement au marché, d'accélération, d'un accès à un marché plus large que celui de la France? Oui, ça c'est important, effectivement, et ça c'est bien ce que alors, le rapport Draghi qui pointe effectivement, qui était sorti l'année dernière, qui dit qu'il faut vraiment aider à ce qu'on voit l'Europe comme un marché unique et aller se déployer bien au-delà des frontières hexagonales pour la partie française. Et donc en fait l'idée c'est de voir comment on peut nous accompagner les startups que nous créons à aller au-delà des frontières, effectivement. Et donc l'idée de connaître un petit peu mieux ce qui se passe dans les pays proches comme l'Allemagne, la Belgique et d'autres pays également, c'est de voir de quelle façon on peut nous aider les startups à aller là-bas, à s'exporter. Mais encore plus au-delà de ces frontières-là, on a mis en place un partenariat avec Innopolis. Donc là, on est en Asie, on est en Corée. Et là, on a un objectif qui est clair, qui est partagé avec Innopolis, donc qui est notre partenaire là-bas, qui est de dire comment pouvons-nous aider nos startups françaises à s'exporter sur les marchés asiatiques, sur les marchés en fort développement également, et comment eux souhaitent aussi faire en sorte que leurs startups puissent effectivement bénéficier du marché français. Donc c'est un mélange, c'est un échange dans les deux sens, mais on a un vrai enjeu à voir comment nos SAT, qui créons quelque part comme 80-90 startups par an, à les aider à vraiment aller chercher ce marché européen. Et comment ça se traduit très concrètement dans de l'accompagnement ou dans des actions? Ça se passe dans des délégations spécifiques, dans des ouvertures auprès de certains industriels là-bas? En particulier, c'est de les aider. En fait, alors il y a plusieurs voies. Un, c'est les aider à trouver des financements qui leur permettent justement de se développer et d'être attractifs par rapport à des marchés européens. Donc, c'est trouver également, les aider à mettre en relation avec des investisseurs étrangers. Donc, ça, c'est une première voie. Deux, tu l'as dit, effectivement, les industriels, il se trouve qu'on est en contact avec un certain nombre d'industriels français, mais également européens. L'idée, c'est de pouvoir créer des contacts entre des startups qui sont créées par les SAT et des industriels qui peuvent être des partenaires, qui peuvent être des clients de ces entreprises, de ces startups, de ces jeunes pousses, et qui peuvent ainsi créer un lien productif qui permet à ces startups de développer, voire même dans certains cas que ces entreprises acquièrent ces startups et effectivement prennent le contrôle. Et tu as déjà des débuts d'histoires intéressantes? Alors, j'ai pas d'exemple qui viennent effectivement en tête de notre côté, mais j'ai pas d'exemple là qui me viennent à l'esprit par rapport à ça, mais je sais que ça se passe dans d'autres SAT effectivement qu'il y a ce genre de contact. Dans le communiqué de presse et notamment dans le rapport Draghi, oui. Et tu l'as déjà un peu abordé, on aborde le sujet du fossé d'innovation entre les Européens / la France, les États-Unis ou la Chine. T'en as déjà parlé, donc une partie de la réponse c'est en fait on est encore jeune. Cela étant, il y a quand même un petit peu de flagellation française à se dire ça aussi. Ça veut dire quoi concrètement? Et surtout, selon toi, quelle est la tendance, parce qu'on est quand même un des premiers
continent, de la deep Oui. tech dans le monde. On est quand même loin d'être honteux sur le Oui. sujet. Quelle est la tendance et qu'est-ce qui est mis vraiment en place concrètement, alors en structure d'accompagnement, financement, etc., pour essayer, si ce n'est de rattraper, mais à minima de réduire l'écart et faire des deep tech européennes finalement des champions connus au niveau international. Alors justement pour répondre, alors Mario Draghi dans son rapport, il pointe le fait que les Américains et les Chinois, ils avancent très fort, ils ont vraiment le pied sur l'accélérateur pour le financement Beaucoup d'argent de privé toutes les aussi. technologies dans l'intelligence artificielle, dans les technologies de rupture dans le numérique. En fait, ce que dit Draghi, il dit il ne faut vraiment pas qu'on laisse passer, entre guillemets, le train, parce que le train de l'investissement fort dans l'innovation, parce qu'on va se retrouver après une nation, on va dire une zone de seconde zone, quoi, enfin de deuxième classe. Donc il faut vraiment qu'on investisse à fond. Alors pour ça, il y a des moyens qui sont en train de se développer, et au niveau européen, il y a des financements qui commencent à arriver de façon massive et qui vont encore continuer dans le prochain programme de façon encore plus importante, au service des chercheurs qui veulent innover, au service des organismes de transfert de technologie que nous sommes, pour nous permettre d'investir et d'aider des chercheurs à développer leur technologie, et en aval auprès des entreprises qui veulent, des startups déjà, qui veulent se développer, donc il y a des dispositifs qui s'appellent l'UIC, et aussi des entreprises qui veulent aller plus loin. Donc l'Europe commence à mettre des moyens très importants pour effectivement soutenir tout le continuum qui va de la recherche, la maturation, le développement des technologies et aux entreprises qui se les approprient. Donc ça, c'est des choses qui sont très très concrètes, qui sont en train d'arriver. Donc je pense qu'il faut que justement on sache, côté français, il ne faut pas qu'on reste au niveau de nos frontières. De plus en plus, l'Europe, elle insiste sur des partenariats. Comme je disais tout à l'heure, il faut un marché unique. Donc, qui dit marché unique, c'est qu'il faut qu'on soit en connexion forte avec des organismes de transfert de technologie européens, belges, italiens, allemands, etc. On crée du lien et de manière à ce qu'on puisse imaginer, pourquoi pas, ça arrive déjà, que des chercheurs de tel pays, j'en sais rien, en Allemagne, un chercheur français, que l'organisme de transfert de technologie allemand, l'organisme de transfert de technologie SAT française se parlent et puissent donner lieu à des développements technologiques communs issus de ces deux chercheurs. Donc il faut que nous, en tant qu'organisme de transfert de technologie, on soit des facilitateurs du contact entre des chercheurs qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas et d'accompagner le développement de leur technologie. Donc ça, c'est important. Mais l'Europe est en train de mettre le paquet pour favoriser ces échanges et pour favoriser le développement de technologies actuelles. Et on parle beaucoup de fonds publics. Oui. Voilà. Ouais. Aux États-Unis et comme en Chine, il y a beaucoup de fonds privés aussi qui viennent accélérer l'écosystème. Exact. Comment l'Europe et finalement vous aussi en tant que réseau SAT qui est un peu entre ces deux mondes du privé et du public, vous essayez d'embarquer des fonds privés qui proviennent finalement de fonds d'investissement, mais aussi d'industriels qui sont quand même des financeurs potentiels importants. Oui, absolument. Aux États-Unis, ils se financent beaucoup les acteurs du monde du privé, la recherche. De notre côté, comment on fait? Alors, on va surtout chercher, alors dans les fonds privés, nous, on va pas tellement les chercher à notre niveau, c'est plutôt en aval. C'est plutôt après qu'on ait fait le transfert de nos technologies que les fonds privés, les banques en particulier, peuvent intervenir pour accompagner effectivement les jeunes pousses ou les entreprises à pouvoir industrialiser et commercialiser. Nous, on est beaucoup sur le financement de l'État et des cofinancements qui peuvent être essentiellement des financements régionaux, financements publics via le Fonds FEDER. On retrouve l'Europe. Mais on retrouve aussi l'État français a mis en place dans le cadre de France 2030 ce qu'il appelle les fonds prématuration, sur des stratégies nationales d'accélération. En fait, il y a une vingtaine de stratégies. Alors, ça peut être l'hydrogène décarboné, ça peut être les maladies émergentes, etc., etc. Et l'idée, c'est que l'État met de l'argent aussi pour promouvoir, entre guillemets, le développement de technologies qui adressent, on peut dire, ces stratégies nationales. Donc voilà globalement ce qui va chercher de notre cofinancement. Et les financements privés, finalement, nous, on va plutôt les chercher quand on fait du co-développement avec une entreprise pour développer une technologie ensemble. Et du coup, on met la grosse partie des moyens, on peut mettre en partie des moyens, mais ce qu'on attend surtout de ces entreprises qui s'investissent à nos côtés, c'est du temps homme, c'est de la compétence qu'ils ont chez eux pour nous permettre de guider le développement de notre technologie dans quelque chose qui va les intéresser et qu'elles seront derrière industrialisées comme elles se doivent. On voit que l'Europe met beaucoup de moyens pour financer des projets qui vont avoir de l'impact dans le monde dans lequel on vit, sur la société, l'environnement, dans la santé. Est-ce que c'est une spécificité européenne et des deep tech européennes par rapport
aux autres? Alors, je pense qu'on a en Europe, on va dire, cette volonté de travailler beaucoup sur notamment la notion de technologie par rapport comment dire, au changement climatique. C'est-à-dire qu'en fait, d'adresser beaucoup ça et d'essayer de pousser effectivement le développement de technologies dans ce domaine-là. Je pense qu'on a l'objectif de la mission des SAT, c'est un impact de souveraineté technologique. C'est vraiment aider les boîtes européennes à développer des technologies compétitives qui leur permettent de se développer, mais aussi on a des enjeux d'impact sociétal. On travaille pour le bien de la société et d'impact environnemental. Donc il ne faut pas oublier qu'on est là, pas que pour l'économique, mais aussi pour l'environnemental et sociétal. Et du coup, on est certaines SAP dont j'en fais partie qui souhaitent se développer comme une société à mission pour nous permettre effectivement d'intégrer au-delà des objectifs économiques, des objectifs d'impact sociétal et d'impact environnemental. Ça fait partie de ton mandat à la STP? C'est moi qui les propose. Alors non, c'est pas partie de mon mandat à la STP, c'est partie de mon mandat de SAT-Nord, que d'avoir proposé aux actionnaires de la SAP de partir dans une trajectoire de société à mission. Mais je sais que je suis pas le seul. Bah écoute, ça fait du bien de l'entendre. Tu t'as abordé tout à l'heure cette notion des dispositifs concrets de financement de l'Europe au travers des EIC. Oui. Aujourd'hui, l'EIC accélérateur, mais pas que, tu m'as parlé de l'EIC de transition, soutient beaucoup de startups deep tech en Europe issues de la recherche. On n'est pas les champions européens sur ces dispositifs, nous les Français. Comment les SAT et les chercheurs français aujourd'hui arrivent à s'emparer de ces dispositifs? Et si tu as des exemples concrets, c'est encore mieux. Et surtout, pourquoi on n'est pas meilleur là-dessus? C'est quoi les freins qui persistent pour aller chercher ces dispositifs pour les Français? En fait, alors déjà, il faut savoir que c'est des taux de sélectivité assez forts. On est de l'ordre de 10-15% de taux de succès. Mais surtout, par rapport à ce que tu dis, effectivement, il faut vraiment, quand tu veux postuler un appel à projet européen, il faut vraiment avoir tout le langage, tous les éléments de langage très spécifiques, la façon de remplir un dossier qui est très très particulière. Donc, il faut vraiment un apprentissage. Et ça, on est en train, là, au niveau de 3 SAT, que sont la SAT-Nord, Science et Connectus, on a un expert qu'on partage entre nous, qui nous aide à répondre aux appels à projets et à nous permettre d'avoir les éléments qui vont bien pour répondre. Donc, l'un des freins que tu cites, c'est d'avoir les bons éléments qui permettent de remplir des dossiers les plus sexy possibles, pardon, je prends ce terme-là, qui vont répondre le plus aux attentes des gens qui vont juger ces dossiers. Et par rapport ici à Accélérateur, on en a quand même quelques-uns qui sortent au niveau français, et j'en ai un en tête qui vient de la SAT-Nord, qui s'appelle la société Aurora, et qui a pour objectif de pouvoir faire de la stérilisation à froid. Je rentre pas dans le détail, et qui a été retenu et qui a bénéficié de IC Accélérateur. Donc on est très très contents. Qui sont des gros financements. Ah, des gros financements, on est sur des gros tickets, plusieurs millions d'euros. On parle, donc pour les startups, c'est un immense accélérateur parce que ça leur permet d'avoir des fonds qui leur permettent de lever d'autres fonds et de pouvoir ainsi accélérer leur trajectoire. C'est pour ça que le nom accélérateur porte vraiment son nom. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'Europe a envie de renforcer encore le fonds EIC Accélérateur pour permettre aux startups, à ces moments clés où elles ont déjà eu les financements d'amorçage, mais elles ont besoin d'aller beaucoup plus vite, d'avoir les moyens en conséquence. Et qu'est-ce que tu recommanderais justement à une deep tech française pour aller sur l'Europe? Parce qu'il y en a peut-être beaucoup qui essayent tout seuls. Comment elles peuvent se faire accompagner, par quel type de compétences? Tu l'as dit, nous, ça fait partie de nos métiers, d'accompagner des projets européens, et effectivement, c'est un métier. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour en fait aller plus loin, que ce soit en termes de compétences, mais aussi même d'écosystème, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux collaboratifs dans ces appels à projets aussi. Oui. Alors, première chose, ce qui est important également, et là, on est vraiment encore dans notre métier, c'est d'accompagner les jeunes pousses, les startups, pour avoir une pays solide et des actifs de brevets en particulier, et de pouvoir les internationaliser également, d'avoir des extensions internationales de ces brevets, parce qu'une startup est vraiment attractive pour des investisseurs quand elle dispose d'actifs sur lesquels on se dit, les investisseurs disent ok, c'est du lourd, c'est du solide, la société saura se défendre s'il y a des risques de contrefaçon. Donc là, on a déjà un rôle pour vraiment les accompagner en tant que SAT, mais il faut vraiment savoir que les actifs de pays, ça fait la différence. Je vais donner un chiffre, vraiment issu d'un rapport de l'Office européen des brevets. Aujourd'hui, en Europe, tu as 25% des startups qui sont, entre guillemets, qui ont un brevet européen, qui sont issus de la recherche académique, 25%. Et bien ces 25%, elles mobilisent 50% de l'ensemble des fonds qui sont destinés aux startups. Donc c'est-à-dire qu'elles ont un effet
de doublement, tu vois, par rapport à la Tout à population fait. qu'elle représente. Et pourquoi? Parce que ce sont des actifs qui, aux yeux des investisseurs, ont beaucoup de valeur. Donc ça, c'est le côté, c'est un vrai levier de croissance, d'avoir un actif fort de brevet. Et au-delà de ça, pour effectivement après avoir des deep tech au niveau européen, au niveau international, ce qu'on peut faire nous, c'est les aider à trouver des investisseurs internationaux, des fonds d'investissement, il en existe dans les autres pays, donc ça leur permet d'avoir un accès au marché et dans la mesure du possible, à nous d'essayer de tisser des liens via nos collègues organisés de transfert de technologie pour leur permettre d'accéder à tel ou tel contact qui leur permettront de. Après, il y a des organismes qui s'appellent la French Tech, qui sont là aussi pour ça, qui sont très dans l'accompagnement des startups, qui sont des partenaires aussi des SAT, qui peuvent aussi les aider, et puis après les chambres de commerce, etc., qui peuvent aider. Donc on est un ensemble, un écosystème, on ne peut pas faire tout seul. Nous, on est là fondamentalement pour la SAT, à vraiment leur donner un maximum de contacts, vraiment qu'ils aient un fort actif des droits d'exploitation des brevets qui soient très très forts, très très solides, et dans la mesure du possible, de les renforcer avec des technologies complémentaires qui viendront les rendre encore plus mastoc et encore plus défendables. Merci. Alors pour finir, dernière question de cet épisode. Ça serait quoi ton rêve d'une Europe pleinement intégrée dans la valorisation de la recherche? Comment tu la verrais? Alors, c'est une bonne question. Parce dans 20 ans, soyons fous. Dans 20 ans, Soyons fous. Alors, je vais te dire déjà un réseau d'organisateurs, donc les SAT ont contact étroit avec leurs collègues européens, qu'elles connaissent bien qui fait quoi, quelles sont les spécialités à tel endroit. Tisser un vrai réseau effectif d'échanges entre organismes de transfert de technologie européens. Ça, ce sera vraiment mon rêve, effectivement, qui puisse ainsi être des facilitateurs de mise en contact des chercheurs, d'accompagnement des projets, etc. Ça, pour moi, ce serait vraiment quelque chose de fort. Et d'avoir, ce faisant, et au travers d'autres contacts qui se développent, parce que quand tu connais un ETT, tu peux connaître les investisseurs du pays en question, de pouvoir tisser un réseau de connaissances d'investisseurs et de pouvoir propulser nos startups dans les meilleures conditions, justement, d'accéder à ce marché unique qui doit être le marché européen. Et pour tourner dans la bonne direction? Oui, mais il faut qu'on accélère. Merci Alors, Fabrice pour ce temps. C'était assez riche. Bah oui, très Je riche. t'ai un Merci peu pour posé tes des questions. questions surprises. Non, Mais, mais voilà. sinon, ça n'aura pas de charme. Merci à toi. J'aime bien les questions surprises. Et bon salon à toi. Merci beaucoup. Voilà. Et bon salon à vous aussi. Et beaucoup de podcasts également.